Le Vatican viole la Convention sur les droits de l'enfant. C'est la conclusion sévère rendue aujourd'hui par l'ONU. Le comité des droits de l'enfant critique l'attitude du Saint-Siège dans le passé, lui demande de déférer devant la justice tous les pédophiles au sein de l'Église. Le Vatican prend acte des observations mais dit regretter une tentative d'ingérence. La ville de Sotchi a accueilli tout à l'heure la flamme olympique, la torche olympique. Elle attend désormais l'arrivée imminente du président russe Vladimir Poutine. En attendant, la fête bat son plein dans le village olympique. Les préparatifs s'accélèrent à 2 jours de la cérémonie d'ouverture. Dans le reste du monde, la colère monte. On manifeste aujourd'hui dans plusieurs pays contre les lois russes anti-gays. Et puis les travaux parlementaires ont pris fin à Kiev, nouvelle session et toujours aucune avancée, pas d'amnistie des manifestants, pas de réforme constitutionnelle non plus. Viktor Yanukovych rencontre actuellement Catherine Ashton, la chef de la diplomatie européenne, le président ukrainien qui a d'ores et déjà prévenu, il ne désignera pas de nouveau Premier ministre avant la semaine prochaine. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans ce journal. Le compte à rebours est désormais enclenché à Sotchi. Sotchi qui est donc en ébullition. La torche olympique est arrivée tout à l'heure dans le village olympique. La fête bat désormais son plein. Des concerts sont organisés en attendant l'arrivée du président russe Vladimir Poutine. Il rencontrera tout à l'heure les athlètes. Les JO se préparent donc. La cérémonie de lancement aura lieu vendredi. Ces jeux s'annoncent déjà grandioses, des jeux qui ont déjà battu un record de chiffres, 37 milliards de dollars de budget. Présentation de ces Olympiades de la démesure avec nos confrères de France 3. La nature a été domptée. Des pistes de ski dessinées, des routes goudronnées, des remontées mécaniques installées. Bienvenue dans les Jeux de la démesure. Le laps de temps était très court pour construire une station telle que celle-ci, avec tout ce qu'il faut, toutes les infrastructures nécessaires pour qu'on ait de belles pistes pour les Jeux Olympiques. Ce sont les Jeux les plus chers de l'histoire de l'olympisme. 37 milliards d'euros pour les infrastructures, 26 fois plus que les précédents Jeux d'hiver à Vancouver. Parce qu'il a fallu partir d'une feuille blanche, construire 11 sites olympiques répartis sur 50 km entre la montagne et la zone côtière, 6 ans de travaux et un énorme sentiment de fierté. C'est incroyable. Je pense que tout le monde va voir comme notre pays a grandi. Je pense que c'est l'endroit le plus beau du monde aujourd'hui. Bien sûr, je suis fière de la Russie. Parce que les chiffres donnent le vertige. 367 km de route, 77 ponts, un aéroport, 2 nouvelles gares. Plus de 70 000 ouvriers ont été réquisitionnés pour l'œuvre olympique. Parce que tout cela a été créé à partir de rien. Comme la station de Rosa Khutor. On dirait un théâtre de marionnettes, ce sera le cœur des Jeux des disciplines alpines. Tout ce qui est construit aujourd'hui, les sites sportifs et les infrastructures, mais aussi les 24 000 chambres d'hôtels, tout cela sera exploité après les Jeux Olympiques. Croyez-moi, c'est un héritage. Difficile de s'opposer à ce rouleau compresseur. Alors, rares sont ceux qui osent lever la voix. Nous vivons loin des Jeux, dans de véritables réserves. On nous empêche de circuler. Notre seul objectif, c'est de survivre pendant les JO. Après, on verra. Les 6000 athlètes arrivent à Sotchi. Les Jeux commencent dès vendredi. Malgré les infrastructures et les préparatifs pour les Jeux, le comité organisateur russe reconnaît que plus de 300 000 billets n'ont toujours pas été vendus. Le CIO commence à s'inquiéter du syndrome du siège vide. Ces Jeux pourraient ne pas faire le plein de spectateurs. Et oui, parmi les absents figurent notamment plusieurs dirigeants qui ont décliné donc l'invitation russe, François Hollande, David Cameron ou encore le président allemand Joachim Gauck. Ils ne se rendront pas à Sotchi. Des Jeux qui suscitent la polémique. Le patron du CIO a mis en garde les dirigeants qui utiliseraient l'événement à des fins politiques. Certains comptent tout de même profiter de ces Jeux pour dénoncer la loi russe limitant les droits homosexuels. Plusieurs manifestations sont prévues aujourd'hui dans de nombreux pays. Écoutez, Guillaume Bonnet, chargé de la campagne de All Out à Paris.
Cela vise principalement les gays et lesbiennes en Russie, les associations, et ça a deux impacts. Le premier, bien entendu, on censure et on interdit toute mention positive de l'homosexualité, que ce soit dans des livres, dans des festivals, dans des films, et bien entendu dans la rue. Donc peut-être 2 femmes ou 2 hommes en Russie qui se tiennent la main, ça peut être interdit. Mais la conséquence très importante de ces lois, c'est la vague de violence que l'on observe depuis plusieurs mois, plusieurs années en Russie, avec des milices extrémistes qui ciblent les homosexuels en Russie, soutenus par cette loi, ils se sentent confirmés par cette loi, ils les kidnappent, torturent même dans des vidéos qu'on a vues sur les réseaux sociaux. Une nouvelle journée de pourparlers en Ukraine. La chef de la diplomatie européenne, vous le savez, est arrivée à Kiev hier soir. Elle a dîné avec les leaders de l'opposition. Elle s'entretient actuellement, vous la voyez, avec le président Viktor Yanukovych. Avant cela, le Parlement s'était de nouveau réuni, nouveaux travaux parlementaires, toujours aucune annonce, pas d'amnistie des manifestants. Les discussions semblent toujours au point mort. Retour sur cette journée avec notre correspondant Gulliver Craig. Le parti des régions au pouvoir ne sent aucune urgence de faire plus de compromis. Il était encore aujourd'hui question de réformer la Constitution pour réduire les pouvoirs du président. Les députés du parti présidentiel ne sont pas très enthousiastes à cette idée. Et même si on avait pensé que certains d'entre eux auraient peut-être pu voter avec la Constitution, il y avait même un peu d'optimisme en début de semaine. Aujourd'hui, il n'en est rien. Maintenant, beaucoup d'experts considèrent que tout dépendra du résultat de la réunion entre le président ukrainien Viktor Yanukovych et son homologue russe Vladimir Poutine à Sochi vendredi. On en vient à ces conclusions qui feront date dans l'histoire de l'Église. Dans un rapport très sévère, l'ONU estime que le Vatican viole la Convention sur les droits de l'enfant. Critiquant l'attitude du Saint-Siège dans le passé, les Nations Unies demandent au Vatican le renvoi immédiat de tous les ecclésiastiques coupables ou soupçonnés d'actes pédophiles. La correspondance à Rome de Natalia Mendoza. Un rapport très critique, un rapport qui fait suite à cette audience il y a à peu près 2 semaines, une première audience dans laquelle le Vatican a été obligé de s'expliquer pour la première fois en ce qui concerne sa politique de protection de l'enfance. Alors aujourd'hui, ce rapport rappelle à l'Église catholique le fait qu'en souscrivant à la Convention internationale des droits de l'enfant, les membres de l'Église catholique, tous les membres de l'Église catholique, et où qu'ils soient dans le monde, se doivent de respecter les termes de cette Convention. Le rapport souligne les lacunes de la politique du Vatican en ce qui concerne la prévention de ces abus ainsi que la protection des victimes, la protection des enfants, et ceci malgré la commission qui a été mise en place par le pape François il y a quelques mois. Le rapport exprime également la préoccupation en ce qui concerne le système de collecte de données dans ces cas d'abus ainsi que le manque de collaboration avec les justices nationales. Enfin, le rapport critique durement le fait que l'Église catholique a toujours veillé à sauvegarder sa propre réputation, et ceci au détriment des enfants, des victimes des cas d'abus sexuels. Et le Vatican a répondu depuis. Il dit prendre acte des observations, mais regrette une tentative d'ingérence. L'actualité en France, à présent, le port d'Anglette a été fermé, le plan Polmar a été déclenché alors qu'un cargo battant pavillon espagnol s'est écrasé ce matin dans une digue. Le navire voulait entrer dans le port de Bayonne. Le point tout de suite avec nos confrères de France 2. Le cargo est venu s'encastrer au bout de la digue. Bousculé par les vagues, coupé en deux par la force du choc. Ce bateau espagnol a été victime d'une avarie électrique à l'entrée du port de Bayonne, puis livré à la violence des flots. Vu l'état de la mer, je me suis dit il est gonflé. Et 5 minutes après, j'ai reçu un coup de téléphone, comme quoi il était en train de se mettre sur les rochers. Donc je suis arrivé directement ici. Et effectivement, quand je suis arrivé, le bateau avait jeté l'ancre, il était en face de la digue des Cavaliers. Avec la mer, il a tourné. Et les vagues l'ont pris et l'ont jeté sur la digue où il a été cassé en deux très rapidement. À bord, une douzaine de marins pris au piège. L'urgence, c'est de les sortir de là. Un hélicoptère assure les opérations de secours, mais avec des rafales à 110 km/h, les conditions du sauvetage sont extrêmement difficiles. Le vent est
très fort. Et puis le bateau est drossé et contre la digue. Et il gîte à 45 degrés, il se redresse, il regîte, il est, si vous voulez, ballotté ce bateau. Donc c'est extrêmement délicat pour l'hélicoptère. Le Luno, un vraquier de 100 mètres de long, était vide. Il venait chercher sa marchandise au port de Bayonne. Mais son carburant, 130 000 litres de fioul, se déverse dans la mer. Le plan Polmar a été déclenché. La campagne présidentielle afghane a été officiellement lancée dimanche dernier. Elle a pris hier soir une nouvelle dimension. 5 des 11 candidats en lice pour succéder à Hamid Karzai se sont livrés bataille sur un plateau télé. Un premier débat de 2 heures que nous détaille Mounia Benaissa. Le débat télévisé aura duré 2 heures. Face aux journalistes, 5 des 11 candidats à la présidence afghane. Parmi eux, 3 anciens ministres, un ex-chef de guerre controversé et un homme d'affaires qui n'est autre que le frère aîné d'Hamid Karzai. Chacun à leur tour, ils ont présenté leur projet s'ils étaient élus à la tête du pays. C'est une opportunité unique où nous nous concentrons sur la résolution de problèmes et où nous débattons des sujets essentiels pour notre pays. Au cœur de ce premier débat, la question centrale de la sécurité. Comment relancer le processus de paix en Afghanistan? Pour ou contre les négociations avec les talibans? La plupart des candidats se sont dit ouverts à des pourparlers, mais pas avec les responsables des attaques meurtrières. Oui également, pour la majorité des candidats, à la signature du traité bilatéral de sécurité entre Washington et Kaboul, une décision qu'Hamid Karzai a préféré reporter après le scrutin. Cet accord ouvrirait la voie au maintien d'un contingent américain de 10 000 hommes après le retrait des soldats de l'OTAN, prévu d'ici à la fin de l'année. J'espère que le traité sera signé avant les élections. Si ce n'est pas le cas, nous sommes tous d'accord pour dire que c'est quelque chose d'important pour l'Afghanistan. Je reste optimiste pour nos relations bilatérales, car le peuple afghan veut avoir de bonnes relations avec les États-Unis. Ce premier débat a été suivi par de nombreux Afghans, comme ici dans ce restaurant de Kaboul. Peu importe qui sera notre futur président, nous voulons qu'il rétablisse la paix et la sécurité et qu'il ouvre la voie à l'éducation pour la jeune génération. Nous voulons un président qui serve ce pays et qui éradiquera la corruption de notre administration. Le premier tour de l'élection présidentielle est prévu le 5 avril prochain, un scrutin qui fait figure de test pour la stabilité et l'avenir du pays. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous restez avec nous. L'info continue sur France 24.